Maman, Abigail est-elle une idiote? Demanda Benjamin en s'agenouillant près du berceau de sa sœur. Benjamin, quelle horreur! Qui a dit cela? Anna prit sa fille de 8 mois contre elle, comme pour la protéger. Le petit garçon haussa les épaules. Je ne sais plus, je l'ai entendu quelque part. Est-ce Madame Hardy ou cette médisante de Millicent? Allez, j'attends une réponse. Il se releva et frotta le sol du bout de sa chaussure. J'ai dit que je ne m'en souvenais plus. Très bien. Va dans ta chambre et reste-y jusqu'à ce que la mémoire te revienne. Les yeux de Benjamin brillèrent de défi, puis il murmura. Bien, maman, et quitta la nurserie. Anna savait par expérience qu'il restait dans sa chambre le restant de la journée, sans capituler jusqu'à ce que son père le réprimande. Benjamin aimait beaucoup River, dont la désapprobation le blessait plus qu'une correction. Elle serra Abigail contre elle, pressant sa joue contre les cheveux soyeux de la petite fille. Tu n'es pas une idiote, ma chérie. Tu es mon trésor, ma douce petite. Mais bien qu'elle refusât de l'admettre avec la férocité d'une lionne, elle savait au plus profond d'elle-même qu'Abigail n'était pas tout à fait normale. Elle avait toujours été lente, elle n'avait pas donné des coups de pied aussi souvent et aussi forts que ses frères lorsqu'elle était encore dans le giron maternel. Anna avait dû subir 3 jours de douleurs intenses avant la naissance et faillit mourir. Les semaines passaient et elle grandissait, mais elle mettait du temps à tenir sa tête droite et à rouler sur le ventre. Anna contemplait son visage potelé à l'expression grave et se désolait de n'y voir aucun signe de reconnaissance, comme si elle n'était qu'une étrangère pour sa fille. Puis soudain, l'enfant la reconnut, sourit, et son cœur s'emplit d'un vain espoir. Elle lui sourit en réponse et lui chatouilla le menton. Coucou, Abigail, ma chérie. Tu n'es pas une idiote. Et quand j'aurai trouvé qui a dit cela, on ne pouvait la comparer au garçon. C'était une petite fille et les filles sont différentes, plus calmes, moins excitées. Anna savait que les facultés mentales d'Abigail étaient intactes et qu'un jour ou l'autre, elle rattraperait ce frère. Anna descendit avec elle au rez-de-chaussée et trouva Madame Hardy à l'office en train de donner du pain d'épices à David. Où est Ben? Je voulais l'emmener en promenade avec Davy, dit-elle en fronçant légèrement les sourcils devant Abigail. Ben est puni, Madame Hardy. Voudriez-vous me suivre au salon pendant que Davy finit son goûter? J'ai quelque chose à vous dire. Je sens qu'on va me passer un savon, grommela Madame Hardy. Hors de portée de David, Anna déclara. J'envoie Benjamin dans sa chambre parce qu'il m'a demandé si Abigail était idiote et a refusé de me dire où il avait entendu ce mot. Savez-vous qui ose proférer de si horribles choses au sujet de ma petite? Vous devriez pourtant l'admettre, Anna. La pauvre enfant n'est pas comme les autres. Cela ne signifie pas qu'elle soit idiote. Elle est seulement un peu plus lente que les garçons, et cela s'arrangera avec le temps. L'expression circonspecte de Madame Hardy était fort éloquente. Anna reprit. Vous avez parlé d'Abigail dans mon dos, n'est-ce pas? La gouvernante rougit jusqu'aux oreilles. Eh bien, sans vous mentir, oui, tout le monde a remarqué qu'Abigail n'est pas aussi vive que les garçons au même âge. River ne voulait pas vous inquiéter, mais soudain, lasse, Anna se laissa tomber dans le rocking chair. L'enfant s'était endormi dans ses bras. Autant Ben et Davy avaient été promptes à apercevoir les tensions autour d'eux, autant Abigail y était insensible. Anna sentit le désespoir l'envahir. Davy, maintenant âgé de 4 ans, apparut à la porte, le menton plein de miettes de pain d'épices. J'ai fini, Madame Hardy. Je voudrais bien jouer avec Ben. Davy collait à son frère comme son ombre. Pas aujourd'hui, Davy. Ben est puni et il doit rester dans sa chambre. L'enfant cligna les yeux, prêt à pleurer. Emmenez-le faire un tour, je suis fatiguée et je désire être seule avec mon bébé. Madame Hardy hocha la tête, essuya le menton de Davy et l'amena. Anna l'entendit questionner. Pourquoi Ben est-il puni? Puis la porte se referma et elle resta seule. Elle se balança doucement, petit à petit. Le grincement du rocking chair et la quiétude de la maison l'apaisèrent. Elle baissa les yeux sur Abigail si calme dans son sommeil et son cœur se serra. Quel sera le destin de cette innocente? Reconnaît-elle son nom? Apprendra-t-elle à lire et à écrire? Et quand elle sera devenue une jeune fille, est-ce qu'un homme honorable tombera amoureux d'elle et la demandera en mariage? Ou bien les gens continueraient-ils à la ridiculiser et à la traiter d'idiote? Pourquoi Dieu avait-il fait ça à son enfant? Pourquoi? Elle ferma les yeux et les larmes roulèrent sur les joues. Puis elle essuya
les joues. Dieu t'a peut-être abandonné, ma chérie, mais pas moi. Je serai toujours là pour te protéger. Toujours. Sur le sentier qui menait chez lui, River entendit résonner les coups de marteau. Au lieu de rentrer directement, il fit un détour pour voir où en était la construction de sa nouvelle maison. La façade de style néo-grec de l'imposante demeure venait juste d'être terminée et il se dit, satisfaite, qu'il pourrait aménager à la fin de l'été. Il aurait ainsi une nouvelle maison, non seulement assez grande pour loger confortablement sa famille, mais qui de plus reflèterait le modeste succès de sa filature, tandis que Samuel et James continueront d'habiter à la ferme. Il se tourna vers l'ensemble de bâtiments qui se dressaient à l'emplacement de l'ancien hangar des Varassois. Ils étaient au nombre de 3, abritant les machines à dévider la soie, plus un quatrième à l'écart pour les opérations de teinture humide et maladorante. Il salua les charpentiers et rentra chez lui. Dès qu'il eut franchi le seuil, un cri haut perché lui donna la chair de poule, et il frissonna de dégoût. Même les pleurs de celle-là, impossible de la considérer comme sa fille, étaient différentes. Anna, appela-t-il en roulant ses manches avant de se laver les mains à l'office. Elle apparut pâle, épuisée, le visage strié de larmes, ses yeux bleus reflétant son désespoir. Elle berçait l'enfant dans ses bras, murmurant sans répit. « Ne pleure pas, mon poussin, ne pleure pas. » River refréna son agacement et se sécha les mains. « Vous paraissez à bout, pourquoi ne pas me confier le bébé? Ou le confier à Millicent? » Savez-vous ce que Ben a dit d'Abigail? Anna, il l'a traité d'idiote. Je suis sûre qu'il répéterait ce qu'il a entendu. Il a dit ça parce que quelqu'un lui a dit. Elle pressa sa joue contre le visage de l'enfant, qui s'apaisa enfin. River se détourna pour cacher son expression coupable. Anna reprit. Qui a osé dire une chose aussi cruelle, aussi blessante? Je refuse de penser que James ou Samuel... Laissez tomber cela. Confiez le bébé à Millicent. Je veux vous parler seul à seul dans le salon. Anna obéit sans protester et revint peu après, l'air sombre. Asseyez-vous, je vous en prie, dit River. Il s'agenouilla devant elle et prit ses mains froides et inertes entre les siennes. Anna, quelque chose ne va pas chez cet enfant. Mais elle n'est pas anormale, River, non. Il pensait à son repas qui refroidissait, aux 3 nouvelles recrues à l'atelier qui avaient besoin d'être surveillées, et son impatience grandissait. Il se releva. Anna, soyez forte. Vous devez accepter le fait qu'Abigail risque d'être handicapée pour le restant de ses jours. Non, Anna, je veux que le docteur Bradley l'examine. Il aura peut-être une solution. Bradley s'efforce de soigner les corps malades. Il ne peut rien contre les cerveaux malades, ni aucun d'entre nous. Il y a sûrement quelque chose qui... Assez. Je dois vous rappeler votre devoir envers moi et nos 2 enfants. Mais Abigail, et les ouvrières? Vous n'avez pas mis les pieds à la filature depuis qu'elle est née. Croyez bien que Constance et Henrietta s'en sont aperçues. Ma fille a besoin de moi constamment. Nos fils et mes frères aussi. Ne soyez pas entêtés, Anna. Je ne vous permettrai pas de faire passer son bien-être avant celui de tous les autres. Brusquement, elle comprit. Vous la détestez parce qu'elle n'est pas parfaite, tout comme vous avez haï votre père pour ses défauts. Qui vous a parlé de mon père? Peu importe. Je sais que vous le détestiez d'être le poivreau de la ville, un objet de mépris. River recula de quelques pas. Et j'avais de bonnes raisons. Ce n'était qu'un paresseux, un soulard sans vergogne qui faisait de nos vies un enfer. Cela n'a rien à voir avec ce que j'éprouve pour Abigail. River, quoi que vous en pensiez, je ne la déteste pas. Je suis seulement réaliste. Tant pis si vous prenez cela pour de l'insensibilité. En tant que chef de famille, je dois décider de ce qui convient à chacun. Je ne permettrai pas que vous négligiez nos fils. Les garçons vont trop bien. C'est Abigail qui a le plus besoin de mon amour et de mon attention. River prit un air menaçant. Vous êtes mon épouse et vous m'obéirez pour le bien de notre famille. Dois-je vous obéir même si vous avez tort? Sa résistance inattendue le surprit. Surtout si vous pensez que j'ai tort. Anna baissa la tête mais serra les poings. J'ai dit ce que j'avais à dire, conclut River, en déroulant ses manches de chemise. Maintenant, j'ai faim et j'aimerais fort déjeuner. Sans un mot de plus, Anna le servit. Il mangea son repas froid dans un silence plus froid encore. De retour dans la nurserie,
Anna regarda Abigail qui dormait paisiblement. Elle aurait voulu pouvoir s'enfuir avec elle. Puis, venant du dehors, lui parvint la voix insouciante de Davy qui exhortait la pauvre Madame Hardy à marcher plus vite. Et Anna sentit son amour et sa loyauté s'ouvrir en deux comme la mer Rouge. Une part pour Abigail et l'autre part pour le reste de sa famille. Elle soupira. Ryver avait raison, mais jamais elle ne lui pardonnerait de ne pas aimer Abigail. Elle caressa la joue très douce du bébé. Ne t'inquiète pas, mon trésor, j'ai assez d'amour pour deux. Une nouvelle livraison de soie brute eut lieu le lendemain et Ryver demanda à Anna si elle voulait bien l'aider à, à, à trier les cotons et à tirer les fibres de soie. Tout en s'activant, Anna interrogea Constance, qui l'aidait aussi. Aimez-vous travailler ici? Oui, madame, répondit la jeune fille, sans lever les yeux. Je gagne plus que dans une autre usine. Mais j'arrêterai sûrement quand je serai mariée. Ne le dis pas à monsieur Shaw, ajouta-t-il en baissant la voix. Anna sourit. Ce sera notre secret. 2 heures plus tard, quand tous les cocons furent prêts, Anna dit: que faisons-nous maintenant? Il faut les mettre à bouillir. Constance emporta un panier de concours dans une autre salle où se trouvait un réservoir plein d'eau bouillante près des dévidoirs. Faites attention à vos mains, madame. Il faut que l'eau soit brûlante pour que les fibres se relâchent. Elle déversa les cocons dans le réservoir, les laissa tremper un moment, puis y plongea les doigts en écartant la toile d'araignée formée par les fils pour trouver leur extrémité. Lorsqu'elle en eut saisi 6, elle commença à dévider la soie. Laissez-moi la prochaine fois, proposa Anna. Elle regretta son impulsion quand ses mains plongèrent dans l'eau brûlante, mais une fois habituée à la température, elle parvint à trouver les filaments afin que Constance pût les dévider. Quand ce fut terminé, Anna rentra chez elle, les mains endolories, ayant appris ce que c'était le dur travail des ouvrières de la filature. Ryver n'avait pas vu Cecilia depuis le jour où, il y avait 2 ans de cela, elle lui avait annoncé son intention d'épouser Tuttle. Ce soir, elle et son mari faisaient partie des 4 invités des shows, car Ryver avait besoin d'un prêt pour agrandir la filature. Et, à la façon dont Cecilia évitait son regard, il savait qu'elle n'ignorait rien de ses arrière-pensées. Son mari, très énamouré, s'occupait fort bien d'elle et à en juger par sa tenue très élégante. Une robe d'un rose flatteur couverte de dentelle. Elle portait un collier étincelant de saphir et non la modeste parure de grenaille et de perles que Ryver lui avait offerte. Vous avez une belle maison, Shaw, dit Turtle. Elle est récente, n'est-ce pas? L'air doucereux, encore enfantin, il rougit d'envie. À la manière d'Ezra Bigford, il évaluait mentalement le prix de chaque meuble et bibelot du salon. Nous sommes installés depuis 2 mois. Avec notre petite famille qui s'agrandit, nous avons besoin de place, répondit Ryver, assis à côté de Cecilia, mais souriant à Anna. Il comparait sa femme à son ancienne maîtresse. Anna se coiffait toujours de la même façon. Ses cheveux châtains séparés par une raie médiane et réunis en chignon sur la nuque, tandis que Cecilia, suivant la mode, portait des anglaises qui lui donnaient un air délicat et précieux. Ses gestes gracieux contrastaient avec ceux d'Anna, larges et précis. Sa vivacité captait le regard des hommes comme une sirène fascine les marins alors qu'on ne s'attardait pas sur Anna. Combien d'enfants avez-vous, madame Shaw demanda Cecilia. 3, 2 garçons et une fille. Et vous? Un fils âgé de 15 mois. La pensée que Cecilia ait pu concevoir un enfant la nuit de ses noces emplit Ryver d'une telle jalousie qu'il but une gorgée de sherry pour cacher son irritation. Anna se tourna vers leurs autres invités. George Burroughs, un homme corpulent, qui venait de créer une papeterie au nord de la ville, et son épouse insipide, Louise. Je crois savoir que vos enfants sont presque adultes. Ryver n'écoutait qu'à moitié les fanfaronnades des Burroughs. Au sujet de ses 8 fils, il ne pensait qu'à Cecilia, qui peignait de s'absorber dans la conversation. Il savait à observer la tension de ses épaules qu'elle aussi ne songeait qu'à lui. Il se demandait comment manœuvrer pour lui parler seule à seule ce soir. Madame Hardy vint annoncer que le dîner était prêt. Ryver offrit son bras à Anna et ils conduisirent leur invitée à la salle à manger. Madame Turtle, s'il vous plaît, dit Ryver en désignant la place à sa droite. Elle remercia avec grâce et seul Ryver s'aperçut du tremblement de ses mains tandis qu'elle rassemblait sa jupe pour s'asseoir. Madame Hardy servit la soupe de fraises glacées et la conversation reprit.
River y participait tout en se délectant de la beauté de Cecilia, et c'était comme un jeu. Ayant placé Turtle à la droite d'Anna, il était obligé de porter les yeux sur Cecilia chaque fois qu'il s'adressait à son ennuyeux époux. Il avait bien manœuvré en s'en félicitant. Coldwater se développe à pas de géant, constata Turtle. Oui, mes soieries et la papeterie de M. Burroughs, répondit River. Nous avons vu s'installer une fabrique de savon, une fonderie et une filature de coton ces 6 derniers mois. Du coin de l'œil, il vit Cecilia qui le regardait sous ses longs cils noirs. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, reprit Turtle, l'ère industrielle. Turtle Senior, c'est ainsi que j'appelle mon père, assure que l'agriculture va devenir obsolète dans le Connecticut. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'arrivée du plat de poisson l'interrompit suffisamment pour qu'Anna pût dire. Je suppose, monsieur Turtle, qu'il vous arrive de penser à autre chose qu'au commerce. Oh non, sans doute pas, songea River, en risquant un autre coup d'œil vers Cecilia. Pris au dépourvu, il offrait l'attitude absente de l'époux qui a entendu le même discours fastidieux trop souvent déjà. Sous la table, River tendit sa jambe et glissa son pied sous les jupons de Cecilia. Elle rougit et jeta un regard coupable autour d'elle. Comme tout le monde écoutait son mari discourir des théories de son père sur les vertus du travail, elle foudroya River du regard et retira son pied. Il réfréna un sourire. Un point pour lui. Après dîner, Anna et les dames se retirèrent au salon, laissant les hommes avec leurs cigares et leurs brandis. Burroughs déboutonna son gilet, but une gorgée et considéra la salle à manger avec une admiration non feinte. Voilà une belle réussite, Shaw. J'espère qu'un jour ma papeterie me permettra la même aisance. J'ai l'intention de faire mieux encore, avec une petite aide de la banque Turtle. Je dois admettre que nous étions fort réticents quand vous êtes venu nous trouver, dit Turtle. Après le désastre des plantations de mûriers, nous pensions que c'en était fini de l'industrie de la soie dans ce pays. Beaucoup d'entreprises ont failli, répondit River, mais les plus modestes ont retenu la leçon. Sachant que l'avenir réside dans les filatures, il est inutile de cultiver les mûriers et d'élever des vers à soie. Le climat ne leur convient pas, je le sais depuis longtemps. Maintenant, j'importe des cocons d'Orient et je fabrique du fil. Les petits yeux noirs de Turtle considérèrent River avec un respect accru. Et quels sont les projets des Shaw? Innover. Mon frère James est un inventeur, travaille sur une machine capable d'exploiter les matériaux gâchés provenant des cocons brisés ainsi que sur des métiers à tisser du fil plus solide afin de s'adapter aux machines à coudre de Monsieur House. Votre prêt sera en bonne main, Turtle. Il eut un sourire plein d'assurance. Le banquier alluma son cigare et tira plusieurs bouffées. Je suis impressionné et chaud, et je sais que Turtle Senior le sera aussi. Venez donc à la banque demain et nous en parlerons. Vous ne le regretterez pas. River finit son brandy et se leva, ajouta. Messieurs, si vous avez envie de visiter la filature, je suis certain que ces dames sauront se passer de nous quelques instants encore. Les deux autres eurent un gloussement approbateur et suivirent River. Au moment de se séparer, River fit en sorte de se trouver à côté de Cecilia pour lui mettre son châle sur les épaules. Elle le remercia doucement, mais il devina à la façon dont elle rougit qu'il la trouvait toujours autant séduisant. Quelle sera sa réaction quand il lui rendrait visite le lendemain? C'est une Cecilia fort pâle qui le reçut dans son salon richement meublé à l'intention de la domestique qu'il avait annoncée. River dit. Veuillez me pardonner cette intrusion, Madame Tuttle, mais ma femme m'a prié de vous apporter quelques pots de gelée de pommes en venant à Hartford. Oh, merci beaucoup, monsieur Shaw. Comme c'est aimable à vous. Elle demanda à la domestique de les emporter à la cuisine. River et Cecilia se retrouvèrent enfin seuls. Elle s'éloigna aussitôt de quelques pas. Mon Dieu, es-tu devenu fou? Et si Amos te trouve ici? Il le sait déjà. Je lui ai dit à la banque, j'ai parlé des pots de gelée, évidemment. Tu n'aurais pas dû venir. Va-t'en tout de suite. Elle se dirigea vers la porte, mais River la retint. Je ne partirai pas avant de t'avoir expliqué pourquoi je suis venue. River, je t'en prie. Elle tremblait contre lui. Cesse d'agir comme si j'allais te sauter dessus ici même et assieds-toi. Elle hésita, puis River, la laissant aller, s'installa sur une chaise droite et les mains croisées. Es-tu heureuse? Très. J'ai un mari charmant, généreux, qui m'adore. Un beau petit garçon. Pourquoi ne serais-je pas heureuse? Parce que tu n'aimes pas ton mari, avoue-le. C'est faux. J'aime vraiment Amos. Tu n'as jamais su mentir.
Tu peux toujours essayer de te convaincre que tu l'aimes, mais ce n'est pas vrai. Je le vois dans tes yeux, tu es désespérément malheureuse. Il avait pris son menton dans sa main et attiré son visage vers lui. Elle se dégagea avec brusquerie et se leva. Arrête, tout cela ne sert à rien. Je t'aime toujours, Cécilia. Dieu sait que j'ai tenté de m'en empêcher, mais c'est impossible. 2 ans ont passé et c'est toujours toi que je désire. Cécilia se raidit comme pour rassembler son courage. Eh bien, il faut cesser. Tu as tort, River. Est-ce à moi de te rappeler que tu as une épouse charmante? Elle ne mérite pas cela. Mais je ne l'ai jamais aimée. Cela ne justifie en rien ton obsession envers moi. Je ne crois pas être le seul en cause. Elle secoua la tête. Non, tu as tort. Il fut sur elle en 2 enjambées et saisit ses mains glacées dans la sienne. Alors, prouve-le. Montre-moi que tu ne veux pas de moi, que tu n'as pas besoin de moi. River! Laisse-moi t'embrasser, et ensuite tu me diras ce que tu éprouves. Non, tu as peur que je n'ai raison. Elle soupira désarmée, et River, prenant son visage entre ses mains, chercha au fond de ses yeux le désir caché derrière leur peur. Leurs lèvres se joignirent. Ce baiser lui apprit tout ce qu'il voulait savoir. Ils se séparèrent pantelants. Cecilia paraissait déconcertée, étourdie. Quand pouvons-nous nous rencontrer murmura River. Elle s'accrocha à lui. Je ne sais pas, dans un endroit sûr. J'ai une amie qui pourrait peut-être nous prêter sa maison. Elle lui donna l'adresse. Arrange-toi avec elle et retrouvons-nous demain à 13 heures. Elle s'acquiesça et il l'embrassa plus fort. À demain. Après le départ de River, elle se rendit près de la fenêtre et regarda s'éloigner sa voiture. Maudit sois-tu, River Shaw, et que je sois maudit aussi pour ma faiblesse. Mais même les flammes de l'enfer ne pouvaient l'empêcher d'attendre le lendemain avec impatience. Le soir, au dîner, Anna remarqua que River mangeait certes, mais sans un mot, les yeux dans le vague, indéchiffrable. Quelque chose le préoccupait. Samuel et James étaient trop absorbés dans leur discussion à propos de la ligne de chemin de fer de Providence pour prêter attention à l'étrange murmure, à l'étrange humeur de leur frère. Anna se tourna vers lui. Comment s'est passé votre voyage à Hartford? Madame Tuttle a-t-elle apprécié les conserves que je lui ai portées? River sauça son assiette avec grand soin. Je l'ignore, je les ai laissées à son mari à la banque, mais je suis sûre qu'elle les appréciera, ajouta-t-il avec un sourire. J'aime bien Madame Tuttle, dit Anna. Elle est si jolie et agréable. En effet. River s'adressa à James de l'autre côté de la table. As-tu déjà essayé notre fil sur la machine à coudre? Oui, mais il a cassé. Il n'est jamais assez solide pour convenir à une telle machine. Alors que faut-il faire? Je vais créer un métier à tisser qui doublera le fil. Cela devra le rendre plus fort. River hocha la tête d'un air absent puis se leva et sortit. Anna regarda Samuel et James perplexes. Il n'est pas lui-même ce soir. Il est peut-être arrivé quelque chose à Hartford aujourd'hui, répondit Samuel, une lueur singulière dans ses yeux pâles. River est toujours franc, dit James. Cet air lointain ne lui ressemble pas. Anna sourit. Il me confiera sans doute ce qui lui trouble. Elle le trouva devant les tiroirs ouverts de la commode de leur chambre, une pile de vêtements dans les bras. Il se figea, en la voyant l'air aussi coupable qu'un voleur pris dans la main dans le sac. Que faites-vous donc? Je m'installe dans l'autre chambre. L'autre chambre? Mais pourquoi? Je croyais que vous aimiez bien sa voix mourut. Il empilait toujours les chemises dans ses bras. C'est vrai. Alors il lui fit face. Je ne vois pas d'autre moyen de vous l'expliquer. Alors je serai direct. Je refuse le risque d'avoir un autre enfant comme Abigail. Hein? Que dites-vous? Vous m'avez entendu. Elle aurait voulu lui retirer les chemises des bras et les remettre dans les tiroirs comme si cela avait pu le retenir. Mais sa fierté l'en empêcha. S'il ne voulait plus partager son lit avec elle, elle ne le supplierait pas. N'ayez pas l'air si déçue, Anna. Vous n'appréciez guère cet aspect du mariage. Au début, non, mais vous savez que cela a cessé d'être un devoir depuis des années. Elle avait envie de ses caresses avec une avidité qui l'effrayait. En tout état de cause, comment continuer à céder à cela en sachant que nous risquons d'avoir un autre enfant simple d'esprit? Abigail n'est-elle pas un fardeau suffisant pour vous? Abigail n'est pas un fardeau. Je l'aime autant que les garçons. De plus, rien ne prouve qu'un autre enfant lui ressemblerait. Je n'en prendrai pas le risque en tout cas.
Elle faillit lui rappeler toutes les occasions où il s'était retiré à temps pour lui éviter une nouvelle grossesse, mais elle se tut. Son silence blessé le toucha, car il s'approcha et lui caressa la joue. Je ne dis pas que je ne partagerai plus jamais, que je ne partagerai plus jamais votre lit, Anna, mais simplement que je refuse de tenter le sort trop souvent. Elle luttait contre ses larmes. Si c'est votre volonté. J'ai dit que je ne voulais pas d'autre enfant comme Abigail et je le maintiens. Il fit demi-tour et ferma la porte derrière lui. Anna resta à regarder la porte close, puis résignée, se déshabilla et ôta le plaid du lit, posa l'oreiller de River sur une chaise et plaça le sien au milieu. Elle souffla la lampe, se glissa sous les draps et ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. Elle ne comprenait pas pourquoi River s'était ainsi retranché loin d'elle, hors de sa portée, au moment même où elle croyait que le succès de la filature et leurs enfants les avait rapprochés l'un de l'autre. Mais elle avait mieux à faire que se disputer avec lui et le défier. Il lui reviendrait à son heure. Le lendemain, River retrouva Cecilia dans la maison de son obligeante amie, tout comme il s'y attendait. J'ai failli ne pas venir, dit-elle, en soulevant son épais voile noir lorsqu'ils furent seuls dans la chambre. Il sourit et la prit dans ses bras. Ne me tourmente pas avec des menaces vides de sens, Cecilia. Tu sais bien que tu as envie d'être là, avec moi. Elle était si douce et ses boucles châtains sentaient si bon l'hélitrope, tandis qu'il s'y enfouissait son visage. Elle ferma les yeux et se laissa aller contre lui. Ce doit être la seule et unique fois, c'est beaucoup trop dangereux. Les doigts de River s'activaient sur les petits boutons agaçants de sa robe. Pourquoi dis-tu cela? Pour faire semblant de me résister? Tu sais bien que tu accourras dès que je te ferai signe. Il atteignit ses seins et elle en eut le souffle couplé. Son mari, son fils, tout disparut dans le tourbillon de la passion.